Donc bonjour tout le monde. Déjà, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, dans notre symposium « Mieux accompagner les enfants dans l'environnement numérique, stratégie pour minimiser les risques et maximiser les opportunités ». Donc, je me présente, je suis Emma Crestini. Je vais co-animer ce symposium, donc présenter les personnes qui vont présenter aujourd'hui. On va directement commencer dans le vif du sujet, mais avant ça, je précise juste qu'à la fin du symposium, il faudra rester dans cette salle parce qu'à 16h, l'activité de clôture aura lieu dans cette salle. Voilà. Donc, je suis très honorée de vous présenter aujourd'hui l'une des co-animatrices de ce symposium, donc la professeure Caroline Fitzpatrick, qui est originaire de Montréal. Donc, la professeure Fitzpatrick est professeure au département de l'enseignement au préscolaire et au primaire à l'Université de Sherbrooke. Elle est également membre du laboratoire GRISE ainsi que du groupe de recherche sur les environnements scolaires à l'Université de Montréal. C'est une superviseure, c'est ma superviseure, qui m'inspire énormément, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le vivre ensemble, les médias numériques et les enfants, vision écosystémique. Ces travaux permettent de mieux comprendre quels sont les effets des habitudes médiatiques des enfants et de leur famille sur le développement global de l'enfant et sa réussite académique. Ses contributions en recherche lui permettent notamment d'entretenir des relations à l'échelle internationale, notamment avec l'Université de Johannesburg en Afrique du Sud et l'Université de Sainte Anne en Nouvelle-Écosse. Donc ainsi, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir la professeure Fitzpatrick. Merci beaucoup, Emma, pour cette très généreuse présentation. Donc, bonjour à tous. C'est un immense plaisir d'être avec vous cet après-midi. Donc, pas besoin de me présenter plus que ça, vu que Emma l'a fait. Aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir partager certains résultats de recherche et des pistes de solutions qui sont une culmination de plusieurs années de recherche sur le domaine du temps d'écran des tout-petits. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais partager avec vous quelques recommandations de base qui existent et qui ont été émises par des organismes préoccupés par la santé et le bien-être des enfants. Tout d'abord, on recommande que les enfants en bas de l'âge de 2 ans soient exposés à 0 heure de temps d'écran par jour. On recommande de limiter le temps d'écran à 1 heure par jour pour les enfants entre 2 et 5 ans. Et on recommande un temps d'écran maximum de 2 heures par jour pour les enfants de 5 ans et plus. Maintenant, important ici de préciser qu'il s'agit de temps d'écran pour le loisir, donc on peut exclure le temps qui serait consacré à compléter des travaux scolaires sur un laptop, par exemple. Aussi important de préciser que la majorité des enfants semblent avoir de la difficulté à respecter ces recommandations-là. Donc, seulement environ 50% des enfants arrivent à recommander leur temps d'écran pour leur groupe âge. Donc, pourquoi ces recommandations-là existent-elles? Bien, une des raisons pour laquelle elles existent, c'est parce que les habitudes de loisirs et de sédentarité qu'on développe tôt dans la vie ont tendance à se maintenir à d'autres étapes développementales et même de s'intensifier à travers le temps. Donc, si on peut aider les enfants à développer des saines habitudes tôt, on a la possibilité de les inoculer contre des problèmes plus importants de sédentarité ou d'habitudes de vie plus tard. Mais vous avez probablement remarqué que la lutte est difficile. Donc, les écrans sont partout et on peut donc situer l'utilisation des écrans et leurs conséquences dans un modèle écosystémique. Ceci veut dire que les conséquences du temps d'écran et l'adoption d'habitudes médiatiques vont être influencées par les caractéristiques individuelles des enfants, les différents milieux dans lesquels ils interagissent, comme leur milieu familial, mais aussi leur milieu scolaire, et aussi des facteurs plus distaux, comme les caractéristiques des quartiers dans lesquels les enfants évoluent, les priorités mises de l'avant par les commissions scolaires, les intérêts de l'industrie, et même des événements sociaux historiques comme on a vu récemment. Donc, avec l'arrivée de la pandémie, on s'est vu confronté à un confinement global dans lequel on demandait aux familles essentiellement de rester chez eux. Et bien entendu, ceci a eu un impact sur les routines familiales et sur les activités des enfants et des parents. Donc, les enfants, les parents sont devenus plus dépendants que jamais sur les écrans, pas seulement pour le loisir, mais aussi pour socialiser et pour les activités d'apprentissage ou de travail.
Donc, en 2020, j'ai obtenu un financement de la province de la Nouvelle-Écosse et du CRSH en collaboration avec Elizabeth Harvey de l'Université Sainte-Anne, Mark Asbridge de l'Université Dalhousie et Rachel Barr de l'Université Georgetown pour étudier les habitudes médiatiques des enfants durant la pandémie et pour voir si on pouvait déceler certaines conséquences de cette utilisation-là sur leur développement. Donc, on a réalisé jusqu'à date une étude qui se déroule sur 3 temps de mesure. Donc, on a mesuré au tout début de la pandémie en 2020 les habitudes médiatiques des enfants et de leurs parents. On a ensuite remesuré ces habitudes-là 1 an plus tard. Lorsqu'on a remesuré les habitudes médiatiques, on a aussi mesuré plusieurs aspects du développement des enfants. Et plus récemment, on vient de terminer une 3e collecte avec ces familles-là. On a réalisé des visites à domicile avec notre échantillon pour avoir une meilleure idée, encore une fois, de leur développement global, mais aussi de leur santé. Donc, notre échantillon est issu de la Nouvelle-Écosse. C'est parce que j'avais un poste précédemment en Nouvelle-Écosse. Et donc, la majorité de notre échantillon se retrouve dans la région métropolitaine de Halifax, mais on a des participants dans toutes les régions démographiques de la province, de l'est à l'ouest et du nord au sud. Donc, je vais parler rapidement de certaines conséquences qu'on a déjà décelées des habitudes médiatiques des enfants durant la pandémie. J'ai des étudiants, des collègues qui en parleront davantage demain. Donc, tout d'abord, on s'est intéressé au temps d'écran que les enfants accumulaient à l'âge de 3 ans et demi. Et on voulait savoir, est-ce que ça a une association, est-ce que ça prédit leur développement global? Ce qu'on a trouvé, c'était que les enfants qui avaient accumulé plus de temps devant les écrans avaient plus de symptômes d'inattention et un moins bon contrôle volontaire de l'attention. On a aussi trouvé qu'un temps d'écran plus important était associé avec plus de difficultés au niveau de la régulation des émotions, particulièrement des émotions négatives. Et on a aussi trouvé que les enfants qui avaient accumulé plus de temps devant les écrans étaient plus à risque au niveau de leur développement global, et ceci inclut des aspects du développement de la motricité fine et globale. Donc ça, c'est des résultats qu'on a déjà générés qui sont publiés ou en voie de publication. Donc oui, c'est très déprimant tout ça, mais bonne nouvelle, c'est que les associations sont soit minimes ou soit absents pour les enfants qui respectent la recommandation de 1 heure ou moins par jour. Okay? Donc ça, c'est, je pense, le positif qu'il faut retenir un petit peu de tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs de risque et de protection au fait de respecter cette recommandation-là de 1 heure ou moins? Donc, dans une étude transversale, on a regardé les habitudes médiatiques des enfants à l'âge de 3 ans et demi. Donc, on a identifié, comme vous pouvez voir, que 64 %, donc la grande majorité, passaient plus de 2 heures par jour avec les écrans, alors que la recommandation est d'1 heure. Et on a aussi trouvé que la majorité des enfants étaient exposés aux écrans avant l'heure du coucher, presque chaque soir. Est-ce qu'il y a des facteurs associés à ces habitudes médiatiques-là? Donc, on a trouvé que les enfants qui avaient un tempérament plus difficile étaient exposés à plus de temps d'écran. Un revenu familial plus faible était aussi associé avec plus de temps d'écran, ainsi que les habitudes médiatiques du parent. Donc, plus le parent passe de temps avec les écrans, plus l'enfant passe de temps avec les écrans. Par contre, on a aussi identifié un facteur de protection intéressant. Les parents qui utilisaient une stratégie de gestion parentale des écrans plus restrictive, donc qui impliquait mettre en place des limites de temps d'écran et sur les contenus, avaient des enfants qui étaient moins à risque de développer des habitudes de temps d'écran excessives. Donc, c'est intéressant comme piste de solution. Par contre, les données que je viens de vous présenter étaient basées sur une étude transversale. Donc, on a un petit peu le problème ici de l'œuf et la poule. C'est dur de savoir qu'est-ce qui est vraiment le prédicteur et qu'est-ce qui est la conséquence. Donc, c'est possible qu'une bonne gestion parentale apporte des meilleures habitudes médiatiques chez l'enfant, mais on pourrait aussi s'imaginer que le contraire pourrait être vrai. Les parents pourraient développer des meilleures habitudes de gestion si l'enfant est moins intéressé par la télévision ou est moins enclin à passer du temps devant les écrans. Donc, ça m'apporte à l'étude que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, l'objectif de cette recherche-ci était d'examiner des liens prospectifs, donc des liens longitudinaux entre la gestion parentale des écrans et
le respect de la recommandation 1 an plus tard. Donc, ici, il s'agit d'enfants de 4 ans et demi, donc on regarde si l'enfant passe 1 heure ou moins par jour avec les écrans. Et on regarde ces associations-là avec plusieurs variables de contrôle, comme le sexe de l'enfant, son temps d'écran initial, le tempérament de l'enfant et l'éducation et le stress du parent. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de c'est quoi la gestion parentale des écrans, on a considéré ici 3 dimensions de gestion parentale des écrans. La première, ce sont les pratiques restrictives. Ici, ça fait référence à mettre en place des limites de temps et sur les contenus. On a aussi considéré le social co-viewing ou co-visionnage, qui est lorsqu'un parent écoute une émission avec un enfant et rit, prend plaisir dans l'émission, ou il écoute une émission pour un intérêt partagé. Donc, il y a un aspect social de divertissement ici qui est en relief. Et finalement, on a aussi examiné les pratiques instructives. Donc, les pratiques instructives, c'est lorsqu'un parent va, par exemple, expliquer une scène à son enfant ou discuter des gestes ou des actions posées par les personnages pour que l'enfant comprenne mieux les contenus. Donc, je vais vous présenter les résultats et je vous demanderai ici juste de prêter attention aux barres qui ont été encerclées. Donc, les barres qui ont été encerclées, ce sont nos résultats significatifs du modèle qui sont ressortis en contrôlant pour toutes les autres variables. Donc, on a trouvé, comme on avait trouvé dans d'autres études, que les enfants avec plus d'émotivité négative, des tempéraments plus difficiles, étaient moins susceptibles de respecter les recommandations de temps d'écran 1 an plus tard. On a aussi trouvé que les enfants qui ne respectaient pas les recommandations à 3 ans et demi étaient moins enclins à le faire 1 an plus tard. Et pour terminer, on a trouvé que le co-viewing, donc la pratique de co-visionnage social, était associé avec moins de chances de respecter les recommandations. Donc, 3 facteurs de risque en rouge. En conséquence, puis peut-être plus positif dans tout ça, on a trouvé que utiliser plus fréquemment des pratiques de restriction était associé avec une augmentation dans la probabilité de respecter les recommandations 1 an plus tard. Donc, je voulais vous donner un petit peu plus de détails sur c'est quoi les pratiques de restriction. Donc, c'est les pratiques parentales qu'on a trouvées qui avaient un effet le plus protecteur. Donc, il s'agit d'une part, mettre en place des limites de temps, spécifier les moments de visionnement, donc de dire, par exemple, avant l'heure du coucher, on n'utilise pas les écrans, on ne les utilise pas pendant les heures de repas. Il peut aussi s'agir de demander à l'enfant d'éteindre certains contenus, spécifier les émissions que l'enfant peut écouter et aussi interdire certaines émissions. Par exemple, on pourrait interdire Squid Games. Vous en avez entendu parler, je suis certaine. OK. Quelques suggestions un peu plus larges pour les intervenants en milieu. Donc, je pense qu'on peut les diviser ici en 3 niveaux d'intervention. Donc, intervention pour les enfants. Les résultats suggèrent et vont en lien avec d'autres recommandations que ça peut être gagnant de mettre en place avec les enfants préscolaires des règles et des limites claires. Je ne dis pas que ça fonctionne pour les adolescents, mais pour le groupe d'âge préscolaire, ceci semble être une piste prometteuse. On peut aussi, dès un jeune âge, commencer à sensibiliser les enfants par rapport à c'est quoi un bon hygiène numérique, c'est quoi les effets positifs et c'est quoi les effets négatifs de leur utilisation des écrans ou du numérique. Et pour terminer, je pense que directement avec les enfants, c'est important, dès un bas âge, de les initier à une variété d'activités sans écran pour les permettre de développer leur curiosité et leurs intérêts. Donc, pour les parents, on peut les soutenir dans l'établissement d'un plan familial. Donc, le plan familial peut être un outil dans lequel on spécifie les limites d'utilisation ou même les utilisations à privilégier pour chaque membre de la famille. On peut y spécifier des moments et des zones sans écran. Par exemple, on peut spécifier dans le plan qu'on n'utilise pas les écrans durant les heures de repas. En addition à ça, on peut aussi encourager les parents à montrer l'exemple. Donc, par exemple, fermer leur téléphone lors des heures de passer en famille ou d'éteindre les notifications durant les fins de semaine pour ne pas être toujours entre le travail et la famille. Et pour terminer, certaines suggestions pour les milieux de garde et les milieux scolaires. Donc, comme les enfants accumulent beaucoup de temps d'écran
de loisirs à la maison. Je pense qu'on peut encourager les intervenants en milieu scolaire de limiter cette utilisation-là de temps d'écran de loisirs dans les milieux scolaires. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais je sais aussi qu'il y a certains milieux où on utilise, par exemple, des films ou des émissions pour faire plaisir aux enfants ou lorsqu'il pleut dehors ou lorsqu'on veut les calmer durant les collations. Et ce n'est peut-être pas la meilleure pratique étant donné l'ampleur de l'exposition ou du temps d'écran qu'ils ont déjà à la maison. On peut aussi encourager le plus possible le mouvement, bouger, être physiquement actif dans les milieux scolaires. Et finalement, les communautés scolaires peuvent travailler avec les communautés plus larges pour organiser des événements sans écran ou même des défis sans écran comme un 24 heures sans écran ou un week-end sans écran pour aider les personnes à développer un certain recul par rapport à leurs habitudes. Ici, je vais vous partager certaines ressources que je trouve très pertinentes sur donc, comment mieux gérer les habitudes de temps d'écran et du numérique pour les jeunes enfants, mais aussi il y a certaines ressources ici qui sont applicables pour les adolescents et les jeunes adultes. Et j'aimerais terminer en remerciant mon équipe, donc les collaborateurs, qui m'ont aidé avec les projets, les étudiants qui ont aidé avec la collecte de données ou qui ont aidé avec les analyses, ainsi que les divers bailleurs de fonds sans qui ces recherches-là ne seraient pas possibles. Et évidemment, j'aimerais remercier aussi le GRISE d'avoir organisé ce super événement. Donc, je vous remercie. Donc, nous, en fait, on avait prévu une communication à deux, en collaboration, au nous, sans aucun rapport de pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on est à deux sur la scène. J'ai retenu la leçon de la conférence d'ouverture. Alors, nous, on va vous parler, en fait, des ressources qui sont offertes aux enseignants et aux intervenants sociaux à propos de la cyberintimidation. En répondant à la question, qu'est-ce qu'elle propose en fait, ces ressources-là? Dans le fond, je vais d'ores et déjà laisser la parole à ma collègue. Ça, c'est clicker, OK. Oui. OK. Bon, fait que dans le fond, pour commencer, il faut comprendre ce que c'est l'intimidation. Donc, c'est composé des 3 caractéristiques ici. Donc, il est question d'intentionnalité, donc l'intention de faire mal à quelqu'un. Il faut qu'il y ait une relation de pouvoir, donc entre les deux parties, puis il faut que ça se répète à travers le temps. Donc là où que ça va se distinguer l'intimidation puis la cyberintimidation, c'est le 4e point, qui est la médiatisation et la publicisation. Donc en fait, pour la prévalence, il y a 20% là, des victimes qui sont représentées en vert ici, qui sont en fait des victimes occasionnelles. Donc, en fait, c'est des victimes là, qui vont vivre, par exemple, de la cyberintimidation une fois par année au cours d'une année scolaire. Tandis que les victimes courantes, eux, sont représentées en rouge ici, sont de 5%. Puis, eux, dans le fond, ils vont vivre de la cyberintimidation plusieurs fois par année et à répétition. Donc, en fait, il y a eu plusieurs pistes de solutions là, pour le problème de la cyberintimidation, comme la sensibilisation, l'évaluation de la situation, la prévention, l'intervention et la politique scolaire. Et en fait, un 6e point qui vient s'ajouter à ceux-ci, dans le fond, c'est l'éducation aux médias, qui va en fait prôner le développement critique, de l'esprit critique des jeunes là, par rapport aux médias. Donc, en fait, ici, c'est pour montrer qu'en fait, il y a eu 15 ans là, de campagne sociale, puis en fait, que la cyberintimidation, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Puis, en fait, comme vous savez déjà, il y a plusieurs personnes qui peuvent poser ces actions, comme le jeune, les pères, mais aussi les parents. Mais dans le cadre de cette communication-ci, on va se concentrer sur les enseignants et les personnes intervenantes. Donc, en fait, la question qui guide notre recherche, dans le fond, c'est que disent les informations, en fait, qui sont offertes aux personnes enseignantes, mais aussi aux personnes intervenantes, donc en réponse au problème de la cyberintimidation, puis comment est-ce qu'en fait, on pourrait aller améliorer ces informations-là.
Donc, je repasse la parole à Mathieu. Merci. Quelques mots sur le cadre théorique général. En fait, moi, toute ma formation, c'est en sciences de la communication, donc ça explique un peu le cadre théorique avec lequel je travaille, qui est de l'analyse du discours. Donc, le postulat qui oriente notre travail d'analyse des ressources, c'est le suivant, c'est qu'aucune information n'est parfaitement neutre et objective. Il y a toujours certaines valeurs, certaines idéologies qui orientent la production de l'information. Et en fait, le rôle du chercheur par rapport à ça, c'est d'identifier qu'est-ce qui fait obstacle à ce qu'on pourrait appeler le mieux vivre ensemble. Alors, nous, ce qu'on va analyser dans le cadre de notre recherche, c'est les 4 points qui appartiennent au discours lui-même, c'est-à-dire les représentations du phénomène de la cyberintimidation, les explications, donc le pourquoi qu'est-ce qui explique l'existence du phénomène, les injonctions, donc les actions qu'on propose aux enseignantes et aux intervenantes, et les justifications de ces pistes d'action-là. Donc, pourquoi on les pose, pourquoi c'est des bonnes actions à poser. Là, je voulais dire aussi, c'est en fait, les résultats qu'on va présenter, c'est une comparaison Canada francophone versus Belgique francophone, parce que c'est dans le prolongement d'une autre recherche que j'ai menée. La raison pour laquelle j'ai tenu à présenter ça aujourd'hui, c'est que c'est justement en comparant 2 contextes qu'on arrive à mieux voir qu'est-ce qui caractérise un ou l'autre des 2 contextes. Donc, si je vous présentais seulement les résultats Canada francophone, ça dit quelque chose, mais ça dit encore plus si on le compare avec un autre contexte culturel. Donc, ça donne des repères de comparaison. C'est à ce moment-là que je te repasse la parole. Ouais. Donc, la collaboration, ça implique aussi une certaine coordination. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a repéré là, des centaines de... On a trié, en fait, des centaines de documents là, en ligne, mais au final, on a seulement, là, on a seulement, dans le fond, 13 ressources canadiennes et 13 ressources de la Belgique, donc en langue française. Puis, en fait, ici, là, c'est un exemple de ressources qu'on a analysées. Puis, en fait, on ne va pas s'attarder à l'analyse de nos résultats, mais on va plus, justement, parler des résultats en question. Donc, pour ma part, je vais vous parler des résultats sur les représentations et les explications de la cyberintimidation. Donc, par rapport aux résultats sur les définitions des actes de cyberintimidation, les 2 discours se ressemblent sur le fait que les 2 vont parler d'insultes et de rumeurs. Mais là où que ça va différer, c'est que le Canada va plus parler que la cyberintimidation, c'est du harcèlement, puis que c'est de la publication d'une photo ou vidéo embarrassante. Tandis que du côté de la Belgique, ça va plus parler du vol d'identité et d'incitation au dévoilement d'informations personnelles. Par rapport aux caractéristiques techniques maintenant, le Canada va mettre plus l'accent sur l'anonymat, la publicité puis l'ubiquité. Donc, en fait, que la cyberintimidation peut arriver n'importe où et n'importe quand. Tandis que la Belgique va plus mettre l'accent sur la permanence des traces puis la facilité de repérage de l'agresseur. Maintenant, par rapport aux médias utilisés, le Canada va mettre plus l'accent sur l'utilisation des cellulaires, des messages textes puis des réseaux sociaux, tandis que du côté de la Belgique, on peut voir que c'est plus général et ils vont plus dire que la cyberintimidation se passe en ligne. Maintenant, sur l'effet des victimes, des 2 côtés, là, c'est pas mal, ils vont parler pas mal de la santé mentale. Donc, les 2, ils vont mettre l'accent sur le fait que les victimes d'enfants, ils vont vivre du repli sur eux-mêmes puis de l'isolement. Finalement, par rapport aux résultats de l'explication, dans le fond, pourquoi que la cyberintimidation existe, le Canada va plus parler qu'il y a une inévitabilité du numérique, puis en fait qu'il y a un brouillage entre la frontière de l'école puis de la vie privée. Puis, dans le fond, du côté de la Belgique, il y a une absence de discours, donc ils ne vont pas nécessairement expliquer pourquoi que la cyberintimidation existe. Donc, je passe la parole à Mathieu qui va vous parler d'autres résultats. Donc, les résultats qui suivent portent vraiment sur les actions qui sont proposées aux personnes enseignantes et intervenantes.
Donc, premièrement, dans les ressources canadiennes, on a beaucoup, c'est le cas en Belgique aussi, en fait, on retrouve beaucoup éduquer à la citoyenneté numérique, donc une piste d'action générale, préventive, donc qui est, j'aurais envie de dire, dans l'air du temps, là, parce que ça fait partie du cadre de référence de la compétence numérique au Québec. Donc, c'est comme la piste d'action la plus fréquemment mentionnée dans les ressources. Quand on parle d'évaluation de la situation, qui fait partie des différentes pistes de solutions, donc, en fait, on propose aux écoles théoriquement, on dit que les écoles devraient évaluer la situation avant d'intervenir pour savoir qu'est-ce qu'il y en est du problème. Donc, jamais on propose ça dans les ressources offertes aux enseignants et aux intervenants. Ensuite, pour ce qui est de la prévention, donc, du côté des ressources canadiennes, on est beaucoup dans la compréhension du jeune. Donc, comprendre son vécu, comprendre son rapport aux médias sociaux, comprendre les dangers potentiels. Donc, vraiment dans un rapport compréhensif. Tandis que, oups, pardon, là, je vais revenir en arrière. En Belgique, il n'y a aucun discours sur la prévention dans aucune des ressources. Donc, c'est vraiment, dans une recherche antérieure où je m'étais intéressé au discours des ressources destiné aux parents, c'était exactement le même phénomène. Donc, on était très dans un rapport compréhensif d'égal à égal avec l'enfant, puis tandis qu'on ne retrouvait pas ça dans le discours en Belgique, où il y avait un discours beaucoup plus autoritaire. Maintenant, intervention, ici, c'est intervention vraiment en situation de cyberintimidation. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un cas de cyberintimidation? Donc, dans les ressources, le discours des ressources canadiennes, on est beaucoup dans le soutien à la victime, et dans le règlement de compte à l'amiable. Donc, tenter de trouver un terrain d'entente entre l'agresseur et la victime. Tandis que, bon, encore là, en Belgique, absence du discours. Puis là, on rappelle qu'on a analysé le même nombre de ressources d'un côté comme de l'autre. Maintenant, pour ce qui est des politiques scolaires, bien, le discours est semblable des deux côtés. Donc, on propose aux personnes enseignantes, bien, au personnel scolaire de mettre en place des procédures de signalement et d'imposer des conséquences en fonction de la gravité des actes. Donc, idée partagée d'une part comme de l'autre. Alors, c'est la conclusion de notre recherche. Au terme de notre analyse, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les ressources, le discours des ressources offertes aux personnes enseignantes et intervenantes disent beaucoup de choses sur qu'est-ce que c'est la cyberintimidation. Donc, ça nous permet de connaître qu'est-ce que c'est, mais pas beaucoup de comprendre les mécanismes derrière le phénomène. Donc, quels sont les facteurs de risque, les facteurs de protection sur lesquels on pourrait éventuellement agir. Le discours est assez silencieux là-dessus, surtout en Belgique. On nous dit aussi, on nous propose des pistes d'action éducatives, donc quoi faire pour sensibiliser, pour prévenir, etc. Par contre, il n'y a aucun discours justificatif sur le pourquoi agir de telle ou telle façon. Donc, on n'est pas du tout dans la réflexion sur l'agir. Donc, on n'offre pas l'occasion à l'intervenant ou à l'enseignant de comprendre son action éducative. Donc, éventuellement, et là, on revient à la conférence de ce matin, il faudrait une collaboration entre les acteurs scolaires et les intervenants, d'une part, et les personnes qui produisent ces ressources-là, qui sont parfois des corps policiers, des organismes qui œuvrent dans toutes sortes de domaines, qui, sans doute de bonne foi, offrent ces ressources-là, mais ces ressources-là, à la lumière de nos résultats, ne correspondent pas à une information riche que recherchent les personnes enseignantes et les personnes intervenantes. Donc, c'est une ouverture, nous, à la collaboration qu'on aimerait lancer en conclusion. Merci. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Charles Bourgeois, doctorant en éducation à l'Université de Sherbrooke, mais aujourd'hui, je ne suis pas ici en mon nom. Je suis ici au nom d'un organisme de bienfaisance dont le nom a été prononcé quelques fois aujourd'hui. Je vais enfin pouvoir vous expliquer ce que c'est, le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, donc le CIEL, qui est un organisme justement de bienfaisance qui cherche à promouvoir le bien-être numérique chez les jeunes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner des ateliers dans les écoles secondaires pour promouvoir une utilisation consciente et critique des écrans. Même depuis peu, on le fait dans les écoles primaires parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment une problématique qu'il faut cibler beaucoup, beaucoup plus tôt maintenant. Donc, voilà, entre autres, ce que le CIEL fait. Donc, avant tout, le CIEL, c'est une équipe, c'est pas seulement moi. Donc, je tenais à
leur rendre hommage avant de commencer ma présentation. Donc, c'est une équipe qui est très interdisciplinaire, le CIEL. On a des gens qui viennent, c'est des étudiants-chercheurs, c'est des gens qui viennent, entre autres, comme moi, d'éducation, de sciences de la santé, de droit. Ça, on vient d'un peu partout dans les universités québécoises et on cherche à unir nos connaissances, nos forces, nos connaissances disciplinaires pour davantage en arriver à créer des ateliers qui répondent aux besoins des jeunes. Donc, j'en suis arrivé à préparer ma communication autour de mots-clés, nuances, parce que l'idée, c'est de sortir de discours un peu polarisants sur la question des écrans, parce qu'on les entend beaucoup dans les médias. Il y a vraiment une polarisation entre ce que les gens devraient faire et ce qu'ils ne devraient pas faire quand ils utilisent des écrans. La question de l'interdisciplinarité, comme je viens de nommer, et surtout cette idée de reconnaître l'expertise des jeunes dans leur usage numérique et d'être capable de leur redonner une voix. Donc, c'est de sortir d'une certaine forme de paternalisme dans notre intervention avec les jeunes. Donc, ce que je propose comme communication, c'est des leçons tirées d'un certain dialogue entre la recherche et des ateliers en milieu scolaire. Je commencerai en posant une question un petit peu provocatrice par rapport à toute cette question-là des écrans. Est-ce qu'on assiste à une panique morale? Je dirais que c'est compliqué. Je n'ai pas vraiment de réponse. Parce que si on regarde cette statistique-là, 86 % des jeunes de 9 à 11 ans, une statistique d'Habilomédia de l'année dernière, vont sur des plateformes destinées à des adolescents de 13 ans et plus. Donc, on peut vraiment se poser la question de quel contenu ils vont consommer, est-ce qu'ils vont être en présence d'étrangers, tout ça. Donc, il y a des enjeux qui sont posés. Il y a des raisons légitimes de s'inquiéter. Mais quand on écoute les discours médiatiques, on entend beaucoup un double discours entre justement une peur de l'idée d'une génération qui serait perdue, qui n'aurait plus aucune capacité de concentration, notamment en raison de la présence des écrans, mais aussi toute l'idée de progrès. Parce qu'on ne se mentira pas, d'un côté, on dit qu'il faut diminuer le temps d'écran, surtout le temps d'écran de divertissement, comme disait Caroline Fitzpatrick, mais en même temps, on a rendu la présence des écrans socialement essentielle. Je veux dire, je pense que je ne me tromperai pas en disant que pas grand monde ici est capable de se passer de son téléphone cellulaire pendant une journée. Je l'ai essayé une fois et j'ai eu beaucoup de difficultés. Et aussi, dans le double discours, c'est un petit changement social. Il y a beaucoup de changements sociaux qui commencent sur les réseaux sociaux et ça peut être des initiatives même qui partent des jeunes. Donc, tout ce qui concerne, par exemple, les discours écologiques, tout ça, ça part sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être un outil très positif dans la vie des jeunes. Mais en même temps, il y a des risques qui relèvent de ce qu'on appelle une économie de l'attention. Donc, c'est cette idée qu'on utilise une plateforme, la plateforme enregistre nos données sont utilisées pour personnaliser notre fil d'actualité, vous nous envoyer de la publicité ciblée, et plus la plateforme accumule des données, eh bien, plus elle nous donne un contenu captivant, et ça repart. C'est un cercle vicieux. Ça, c'est une simplification, on s'entend, mais c'est une simplification qu'on utilise dans nos ateliers pour essayer de faire comprendre cette réalité-là aux jeunes, leur faire comprendre qu'il y a des intérêts économiques derrière les plateformes qui semblent à la base gratuites. Ce qu'on cherche à faire à la Fondation, c'est de développer une utilisation confiante, critique et créative du numérique. En ce sens, on s'inscrit dans un mouvement qui est arrivé pas seulement, mais notamment avec le cadre de référence de la compétence numérique au Québec, qui est aussi mis de l'avant dans la dernière stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans à la santé des jeunes, qui est sortie l'année dernière à la suite de réflexions, de forums d'experts sur la question des écrans et les jeunes. Donc, c'est des documents qui sont accessibles en ligne, que je vous invite à consulter. Il y a quand même des choses intéressantes là-dedans. Et comme je disais au début de ma présentation, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir une conversation relativement à la place qu'occupent les téléphones intelligents, les réseaux sociaux et les jeux vidéo dans la vie des jeunes afin de favoriser leur bien-être numérique. Et ce qu'on cherche à la Fondation, c'est de mettre en place un programme. Ce que ça veut dire, c'est, au départ, quand on a lancé la Fondation, on faisait seulement des ateliers au secondaire. Mais on s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas suffisant. Premièrement, on s'est rendu compte qu'en voyant les statistiques, l'utilisation des plateformes commence tellement tôt qu'une fois arrivé au secondaire, il est presque rendu trop tard pour les sensibiliser, pour intervenir. Mais aussi, on s'est aussi rendu compte qu'il fallait aller sensibiliser les parents,
Donc, on est en train de mettre en place des conférences dédiées aux parents. On a mis en place des groupes de discussion avec des parents pour essayer de connaître davantage leurs besoins. Mais aussi, on donne des conférences aux équipes écoles, aux enseignants pour leur montrer un peu, finalement, sans dire leur montrer, mais leur sensibiliser à comment interagir avec les jeunes, comment dialoguer avec eux sur leurs usages numériques. Donc, cette idée de bien-être numérique, c'est finalement l'idée de l'atteinte d'une expérience subjective d'équilibre entre les avantages et les inconvénients du numérique. C'est-à-dire, on reconnaît que c'est socialement essentiel et qu'il y a du positif qui peut sortir de l'utilisation des technologies, mais qu'en même temps, on ne peut pas faire fi des risques qui sont liés à l'économie de l'attention à laquelle je faisais référence auparavant. Donc, maintenant, je vais vous présenter les ateliers pour le secondaire et le primaire qu'on donne. C'est ici que l'idée du dialogue entre les recherches et l'expérience des jeunes se fait. Donc, c'est un programme avant tout basé sur des recherches scientifiques. Tout à l'heure, j'ai mentionné la stratégie pour favoriser une utilisation saine des écrans. On avait lancé un mémoire pour les forums qui ont donné lieu à cette stratégie-là. Donc, on avait fait une recension des écrits quand même assez exhaustifs qu'on met constamment à jour sur les thèmes de l'attention, la performance scolaire, la santé psychologique, la qualité des rapports sociaux, ainsi que la cyberdépendance. Et ça, c'est toutes d'ailleurs des thématiques qu'on va aborder avec les jeunes. Donc, l'atelier au secondaire. Pour vous donner une idée, je vais y aller très rapidement, c'est un atelier de 75 minutes, donc c'est un atelier d'une durée d'une période. On y va une classe à la fois. On essaie de ne pas y aller avec des classes trop remplies parce que l'idée, c'est vraiment d'interagir avec des jeunes. Donc, on leur pose des questions sur ce qu'ils font avec les technologies. Et l'idée aussi, c'est de défaire des mythes. Mais avant de défaire des mythes à la lumière des études scientifiques, bien, on leur demande, on les questionne en fait sur leurs croyances par rapport à ces mythes-là. Un exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple du multitâche. C'est à savoir, est-ce qu'il est réellement possible de faire du multitâche, de faire plusieurs choses en même temps et d'être performant sur le plan scolaire? Là, on les interroge là-dessus et par la suite, on leur montre ce qu'il y en est avec les études scientifiques. On le donne surtout en présentiel, l'atelier, mais surtout pendant la pandémie et pour les régions les plus éloignées, on le donne parfois à distance. Et pour être certain que ce ne soit pas juste on y va puis il n'y a plus rien qui se passe avec ça, on laisse un livret aux enseignants avec le résumé des ateliers pour qu'après ça, si les enseignants ont envie de faire des activités d'apprentissage, de poursuivre la réflexion, ils seront en mesure de le faire. Donc, pour ce qui est de l'atelier au secondaire, la dimension ciblée de la compétence numérique, c'est vraiment, il y en a deux. C'est d'agir en citoyen éthique à l'ère du numérique et c'est de développer sa pensée critique à l'égard du numérique. Donc, l'idée, diminuer les effets potentiellement néfastes de l'utilisation des écrans, aider les jeunes à se sentir bien dans leur relation avec les technologies, parce que cette idée-là est particulièrement importante parce qu'ils sont constamment bombardés de discours de « Ah, c'est pas correct ce que vous faites avec les écrans, votre usage est problématique. » Et comme je le disais, oui, il y a des risques, mais en même temps, il y a des choses qu'ils font qui sont très intéressantes et ils ont beaucoup à nous apprendre parce que ça va tellement vite, l'évolution des plateformes, que la recherche n'a pas tout à fait le temps de documenter les dernières pratiques. Le temps que la recherche les documente, souvent, les jeunes sont passés à autre chose. Donc, souvent, les personnes présentatrices qui vont aller donner les ateliers vont en apprendre beaucoup sur les derniers usages des jeunes. C'est pour ça qu'il faut les accueillir dans ce qu'ils font, parce que c'est une source de connaissances intarissable. Et développer, bien sûr, un esprit critique et un usage consciencieux du numérique, c'est ce qu'on vise. Donc, ça, comme je disais, l'idée, c'est de déboulonner les mythes sur le numérique. On arrive avec des phrases comme ça, qui sont les points de départ, et on les questionne là-dessus. Les phrases qui sont « plus je suis devant les écrans, moins j'apprends »,« plus je suis connecté, plus je me sens isolé »,« les réseaux sociaux vont me plonger en dépression »,« dès que je reçois une notification, je saute sur mon cell ». Les phrases sont volontairement provocatrices pour susciter la discussion chez les jeunes. Pour vous donner une idée, on a donné en 2022 491 ateliers dans les écoles secondaires. On a réussi à rejoindre
11 793 jeunes de 14 à 17 ans. Pour l'instant, on donne l'atelier de la 3e à la 5e secondaire, mais on veut le donner bientôt pour la 1e et la 2e secondaire. C'est en développement. Et ça, c'est seulement pour 2022. Les chiffres étaient semblables pour 2021 et je ne les ai pas actuellement pour 2023. Le projet pilote de l'atelier primaire, parce qu'on vient de le lancer, là, on a donné quelques ateliers primaires. Il est un peu différent. Veux pas, on a moins de temps dans les ateliers primaires et ils sont plus jeunes. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est des mises en situation. Donc, on essaie de créer des situations avec eux et on leur demande comment ils réagiraient. Par exemple, une des mises en situation, c'est si un de tes amis poste une photo de toi sur les réseaux sociaux que tu n'apprécies pas, que tu es dans une mauvaise posture ou tout ça, comment tu réagis? Si, par exemple, si tu as quelque chose de pris entre les dents, tout ça, on sait l'apparence, c'est très important à cet âge-là. Donc, c'est vraiment des mises en situation pour juste réfléchir, être conscient de ce qui se passe en ligne. Et le livret, au primaire, est un petit peu plus complexe parce qu'on a aussi créé un calendrier d'habitudes que l'idée, c'est de noter qu'est-ce qu'ils font à l'aide avec leurs parents, de noter qu'est-ce qu'ils font avec le numérique pendant 4 jours. Juste, encore là, juste pour susciter la prise de conscience. Ce n'est pas de critiquer rien, c'est juste de dire « Ah, pendant une journée, voici ce que je fais avec le numérique. » Ici, on est moins dans le développement de la pensée critique. C'est là, mais c'est vraiment plus l'idée de l'usage consciencieux. Donc, c'est vraiment agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, l'idée de développer de saines habitudes de vie et aussi de développer un usage consciencieux. Les chiffres pour l'atelier primaire, comme je disais, il vient d'être lancé. Donc, on est vraiment en projet pilote. On en a donné 20 dans des écoles primaires. On a rejoint à peu près 400 jeunes de 10 à 12 ans. Puis ça, c'était pour les mois d'avril et mai 2023. Donc, c'est vraiment tout chaud, l'atelier primaire. Mais les premiers retours sont quand même très positifs et c'est venu confirmer l'idée que la sensibilisation à l'usage des écrans doit commencer vraiment à un jeune âge. Avec ces ateliers, vient des recommandations pour la pratique. Et c'est un état des connaissances scientifiques qui invite aussi à la nuance. Avant d'en arriver à ce que nous apprennent les ateliers, je tiens à dire que l'usage des technologies, des écrans, c'est un objet d'étude difficile à cerner. Une population contrôle généralement absente parce que c'est omniprésent, donc tout le monde les utilise. Donc, on est un petit peu pris avec cette réalité. Peu de données longitudinales, ça c'est une question méthodologique, mais c'est vraiment difficile de suivre des jeunes sur une longue période de temps. Pourtant, c'est ce genre de données-là qui serait très intéressante pour documenter les transitions dans les âges, puis qu'est-ce qui se transforme dans l'usage du numérique. Malheureusement, on n'a pas vraiment cette information-là. Et ce qui n'aide pas pour le deuxième, c'est le troisième ici, c'est l'environnement numérique en évolution rapide. Ça change tellement rapidement. Là-dessus, je pourrais vous rassurer, par contre, les enjeux évoluent moins rapidement que les plateformes. Ce que je veux dire par là, c'est que les plateformes vont évoluer très rapidement, les usages des jeunes vont passer d'une plateforme à l'autre très rapidement. Les enjeux vont évoluer, mais moins rapidement. La cyberintimidation, on en parlait déjà il y a 15-20 ans. Certaines modalités de technicalité vont changer avec les plateformes, mais grosso modo, le cœur de l'enjeu demeure quand même. Donc, il y a quand même des choses qu'on est capable d'inscrire dans la durée. Ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire de ne pas se fier à la science. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être prudent avec les conclusions trop tranchées. Un exemple que le portrait peut être complexe, on va le prendre avec l'utilisation des réseaux sociaux. On a l'utilisation des réseaux sociaux, on aurait tendance à dire que ça peut mener à des symptômes dépressifs. Mais ce n'est pas un cause à effet, parce qu'il y a tellement de variables à prendre en considération. Par exemple, le manque de sommeil, la cyberintimidation, sédentarité, faible estime de l'image corporelle, faible estime de soi, et il y en aurait probablement d'autres, l'impact de la lumière bleue, que c'est difficile de faire un cause à effet direct entre l'utilisation, que ce soit sur les réseaux sociaux, jeux vidéo, et des symptômes dits dépressifs. Mais ça incite quand même à la prudence. Ça veut dire, par exemple, comme intervenant, comme parent, il faut assurer une certaine surveillance, particulièrement avec des enfants en jeune âge. C'est pour ça que les recommandations que Caroline a faites par rapport à l'âge des enfants sont vraiment très, très, très pertinentes. Recommandations qu'il faut quand même contextualiser, c'est-à-dire que le temps d'écran, ce n'est pas une variable isolée. Oui, la quantité de temps d'écran, c'est super important, mais aussi le contenu et l'utilisation qui en est fait. Il
il y a le contexte d'utilisation. Par exemple, avec un enfant, est-ce que le parent est présent? Ça va faire toute la différence parce qu'il va avoir une communication, il va avoir une interaction avec l'enfant. Tandis que si on laisse l'enfant seul avec l'écran, bien, les effets sont beaucoup plus négatifs pour le même temps d'écran. Et il y a bien sûr la vulnérabilité individuelle, c'est-à-dire que chaque personne ne réagit pas de la même façon à l'exposition des écrans. Les principales recommandations pour la pratique, donc une approche inclusive et non moralisante. Les ateliers secondaires, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? C'est qu'il y a un intérêt marqué pour les jeunes à s'exprimer sur les enjeux du numérique. Les opinions ne sont pas du tout homogènes. Et il y a une crainte d'être jugé. Il y a des classes, des fois, il faut aller chercher un petit peu plus quand même parce que, veut pas, les personnes présentatrices qui vont donner les ateliers, c'est des adultes, c'est des plus vieux. Et il y a constamment cette crainte-là d'être jugé. Donc, il faut être capable de les rassurer. Donc, mot-clé, ouverture, très important lorsqu'on s'adresse aux jeunes. Authenticité, ne pas faire semblant non plus quand même de dire qu'on sait nécessairement tout ce que les jeunes font en ligne, même d'essayer de s'identifier à eux. Oui, on peut essayer de le faire, mais il y a quand même des limites. Moi, Charles Bourgeois, je ne sais pas ce que c'est être un adolescent en 2023. Et humilité, dans le sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça évolue tellement vite que ça se peut qu'il y ait certaines questions que les jeunes nous posent, que ça soit, ben, je le sais pas. Et de reconnaître ça, tu obtiens beaucoup plus le respect des jeunes que d'essayer de... Parce que les jeunes s'en rendent compte si tu ne le sais pas. Puis ils s'en rendent compte si tu t'essaies à une explication un peu confuse et tout ça, puis tu vas les perdre. Tu vas les perdre. Vraiment, c'est essentiel. Pour les ateliers primaires, ce qu'on a vu pour les premiers qui ont été donnés, la participation est encore plus marquée qu'au secondaire. Ils veulent vraiment nous dire ce qu'ils font avec leurs écrans. Ils ont beaucoup d'intérêt, ils sont très enthousiastes. Les connaissances sont plus inégales, nécessairement, sont plus jeunes. Le questionnement est beaucoup plus fréquent. Ils entendent des choses. Ils entendent des choses de leurs parents, de leurs frères plus vieux. Ils entendent des choses à la télévision. Par exemple, il y en a qui nous ont posé des questions sur ChatGPT, l'implication même de la Chine dans les données. Mais c'était tellement comme naïf. Tu vois, c'est des choses qu'ils ont entendues. C'est plus difficile de donner les ateliers primaires que secondaires parce que, comme je disais tout à l'heure, si tu t'essaies une réponse à l'embiliquer, ça se peut que ça ne passe pas. On l'a vu, parce qu'on a posé la question, la présence d'une application qui nécessite 13 ans et plus, c'est généralisé et c'est même très conscient. Ils savent. Ils savent que ce n'est pas correct, mais ils savent. Les plateformes les plus populaires chez les jeunes, auxquelles on a parlé, bien sûr, YouTube et TikTok. Ça nous amène à poser la question, quand il est question des jeunes, est-ce qu'on accompagne? On interdit. Ça se pose particulièrement en contexte scolaire, mais un petit peu partout quand même. Parce que quand même, je vais le contextualiser pour l'apprentissage, un des nœuds du problème, c'est la distraction. Parce que on le voit, les jeunes, pourquoi ils sont là-dessus? Bien, l'économie d'attention veut capter ton attention, donc tu es constamment distrait par des notifications. Il y a aussi, socialement parlant, tu vas être en communication constante avec tes amis, tes pairs, tout ça. Donc ça, tu vas avoir les notifications qui vont venir constamment te déranger. Ça, c'est la distraction externe. Mais ce qui a été documenté aussi, c'est qu'il y a de la distraction interne. Qu'est-ce que c'est? C'est une distraction du fait d'être constamment habitué de recevoir des notifications. Tu en viens à penser à tes notifications, même quand tu n'en reçois pas. Même quand ton téléphone est fermé, mais que tu le vois, tu peux en venir à penser à « Ah, j'ai-tu reçu un courriel? Est-ce qu'on m'a contacté sur Instagram? » Peu importe. C'est constamment présent dans la tête. Donc, pour l'apprentissage, ce qui est mieux, c'est que le téléphone soit dans une autre pièce parce que même s'il est dans un sac et que tu ne le vois pas, tu y penses encore. Et si tu le vois, c'est encore pire. Il y a des solutions qui existent, mais c'est controversé. Surveillance en classe, ça peut être laborieux. Oui, les intégrer dans des activités d'apprentissage, mais cellulaire et tablette, c'est pas aussi efficace qu'un ordinateur portable, par exemple, et le risque de distraction est plus élevé. Donc, la plus-value, outre que de la prise de conscience de ces distractions-là, n'est pas vraiment démontrée. Adopter une politique stricte de confiscation, ce n'est pas nécessairement ce qui est plus recommandé non plus. Là, c'est vraiment l'idée de dire, si on le permet dans certaines activités, d'inclure les élèves dans la discussion, de dire quand on l'inclut, de cibler des objectifs communs et d'établir un contrat. Mais un contrat, ça implique de le respecter. Aussi, dans l'accompagnement, ça, c'est
ça peut être à l'école, comme en milieu extrascolaire, peu importe, c'est de reconnaître qu'il y a des inégalités numériques. Il faut sortir d'un discours où on dit les jeunes sont ci, les jeunes sont ça, parce qu'ils n'ont pas le même accès aux technologies. Premier niveau d'inégalité. Deuxième niveau, ils n'ont pas la même compétence avec les technologies. Tu prends 2 jeunes, ils n'auront pas nécessairement la même compétence. Un va être meilleur que l'autre. Et la troisième, c'est les opportunités avec les technologies. Ce que ça veut dire, c'est que la compétence numérique, l'habilité à utiliser les technologies, ce n'est pas stable dans le temps. Comme les technologies évoluent, ta compétence doit constamment être mise à jour. Mais si tu n'as pas l'opportunité de la mettre à jour, les inégalités vont constamment continuer. Ce que ça amène, c'est de dire d'éviter les préjugés, autant positifs que négatifs. Parce que longtemps, on les a vus comme des natifs du numérique qui maîtrisaient les technologies parce qu'ils baignaient là-dedans. Moi, je préfère parler d'apprenants à l'ère numérique, de considérer que peu importe que ce soit omniprésent, tout le monde a à apprendre. Moi, Charles Bourgeois, même si je fais mon doctorat là-dedans, j'apprends constamment là-dessus, les jeunes aussi. Donc, mutuellement, on a à s'apprendre de nos usages des technologies. Je terminerai avec quelques petites ressources et une conclusion. Des ressources, donc comme je l'ai mentionné, cadre de référence de la compétence numérique. Il y a le RÉCI, qui est un organisme gouvernemental pour la pédagogie, donc qui met en place des ressources à intégrer en classe qui sont super pertinentes. Pose ton écran, qui a été mentionné plus tôt, avec des défis de déconnexion. Télé-Québec en classe, qui produit du contenu éducatif. Et un peu dans le même type que Récit ou Pose ton écran, tu as Common Sense for Educator et Center for Human Tech for Parent and Educator, qui sont des ressources en anglais pour les enseignants et les parents pour justement mettre en place des activités de prise de conscience des différents usages numériques et de développement d'esprit critique. Il y a des applications qui existent aussi. Stay Focus, qui est si tu cherches à rester focalisé sur un travail, mais que tu sais, par exemple, que Instagram, TikTok vient constamment te déranger, tu peux bloquer ces applications-là. Sinon, il y a une application comme Forest qui est un petit peu plus ludique, que l'idée, c'est que si tu t'es distrait, ça risque de tuer ta plante. Donc, l'idée, c'est de faire un peu un jardin, puis c'est cute. Pour les jeunes, je pense que ils peuvent apprécier. Aussi, pas pour tout le monde, mais ça peut fonctionner aussi. La méditation pleine conscience, là, on nomme Petit Bambou, mais il y en a d'autres. C'est parce qu'il y a des études comme celle de Harvard qui a démontré qu'il y avait des bénéfices pour le développement, entre autres de l'empathie et tout ce qui est prise de conscience, tout ce qui est relaxation, diminution du stress. Encore là, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il y a des choses comme l'activité physique qui peuvent très bien remplacer la méditation pleine conscience. Donc, c'est vraiment d'y aller avec des activités alternatives à un temps d'écran. Quelques actions pour le bien-être numérique. Ici, je suis un peu provocateur parce que je ne dis pas que l'autorégulation n'a pas ses bénéfices, mais il y a des limites à mettre la responsabilité sur l'individu. La preuve, c'est que les jeunes ont parfois conscience des effets négatifs du numérique, mais vont persister dans des habitudes jugées mauvaises. C'est une responsabilité sociale. Donc, ce qui peut être fait du point de vue scolaire, c'est d'intégrer la question du numérique dans l'école, des journées pédagogiques, syndicats, de faire des semaines thématiques ou de sensibilisation ou des activités de déconnexion. Pause étant un bon exemple d'une activité de déconnexion. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Je reviens avec mes mots-clés. Nuance, donc sortir des discours polarisés chez les jeunes. Chacun va vivre une expérience différente avec les écrans. Interdisciplinarité, parce que c'est vraiment en unissant les connaissances qu'on va être capable de mieux comprendre, de mieux saisir cet objet très complexe qu'est le numérique. Et finalement, l'expertise des jeunes, parce que, comme l'a très bien dit Julie Lin ce matin, c'est en collaborant qu'on va vraiment développer un usage critique. Donc, voilà pour moi. Pour remercier mes partenaires, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction générale de la santé publique de Montréal, surtout Jean-François Biron qui nous a été d'une grande aide, et les professeurs Caroline Fitzpatrick, Mathieu Bégin, Jonathan Chevrier, Jean-Gabin Tébutsé et Normand Landry qui nous ont offert une aide à des moments ou d'autres durant la mise en place de la Fondation. Merci.